L'histoire commence sur l'une des hautes montagnes. Il faisait déjà nuit ce jour-là, et il neigeait abondamment avec du givre. Il y a eu un massacre sur cette même montagne à l'époque. Un camp de chevaliers s'y trouvait depuis tout ce temps. Pendant la bataille, seul le protagoniste et son adversaire ont survécu. Le chevalier restant demanda au héros comment il avait pu rompre leurs cordes de ses propres mains. Il lui dit alors qu'il n'a pas intérêt à poser cette question, car ils ne se comprendraient de toute façon pas, puisqu'ils parlent des langues différentes. Pendant que l'homme disait tout cela, le protagoniste se dirigeait à ce moment-là vers lui, d'un pas tranquille. En même temps, son épée était ensanglantée d'avoir tué plus d'une personne jusqu'à présent. En chemin, il dit dans sa langue qu'il s'appelait Ulrich. Il répéta ensuite qu'il était Ulrich de la tribu de la hache de pierre. Le sourire qu'il arborait indiquait qu'il ne demandait qu'à se battre. Le chevalier entendit le nom et réalisa qu'il s'appelait finalement Ulrich. Immédiatement après, il se dit que, bien qu'il soit un barbare, il semble que même leur guerrier ait de l'honneur. En même temps, il commença à sortir ses armes pour se préparer au combat. Alors qu'il attaquait son adversaire, il a crié qu'il était un chevalier de l'Empire. Il a ensuite prononcé son nom et a dit qu'il s'appelait Fordhagal Arten. En entendant cela, le protagoniste a répété le nom de Fordhagal Arten et s'est juré de l'apprendre par cœur. Immédiatement après ces discours, il se précipite sur son adversaire, l'attaquant de toutes ses forces. L'homme s'en aperçut et se prépara immédiatement à se défendre, en levant son bouclier et en prenant la balle dans ses mains. En même temps, il pensait que cet homme, qu'il était attaqué par un barbare. Or, il s'avère qu'il peut facilement repousser la balle et le poignarder d'un seul coup. Dans le même temps, son adversaire continuait à lui foncer dessus. Et étrangement, au dernier moment, avant d'atteindre son adversaire, il jeta immédiatement son épée. Immédiatement après, il se jeta sur le chevalier à main nue, s'écrasant sur son bouclier. L'homme continuait alors à se défendre. Voyant ce que faisait son adversaire, il fut très choqué et demanda alors pourquoi celui-ci avait jeté son épée. Le protagoniste n'a pas répondu à cette question, puis a déclaré que Fordhagal Arten ne pouvait en aucun cas le vaincre. L'expression de son visage était assez convaincante à ce moment-là. Après ces mots, le type a immédiatement poursuivi son attaque et a frappé l'homme à la tête de toutes ses forces. Ce coup était très fort, et l'homme l'a facilement manqué. La force du coup a fait saigner la bouche de l'homme. Il hurle alors d'une douleur insoutenable, tandis que ses adversaires lui soutiennent le bras. L'homme reprit un peu ses esprits et tenta immédiatement de contre-attaquer avec sa main. En même temps, il se demanda, après tout, il n'était qu'un barbare ordinaire. Alors comment tout cela était-il possible? Après avoir prononcé ces mots, il a immédiatement frappé son adversaire en retour. Le coup était très fort, et le héros tomba immédiatement au sol. Son épée était posée là, et il la saisit immédiatement, puis se retourna vers son adversaire qui l'attaquait en même temps que lui. Le chevalier n'avait plus d'épée dans les mains, car il l'avait perdue lors d'un récent combat et tentait de frapper avec son bouclier. Il lui cria de se rendre compte qu'il était enfin mort. Littéralement l'instant d'après, un flot de sang tacha la neige qui apparut sur le sol. Le protagoniste repoussa facilement l'attaque de son adversaire, puis l'attaqua. Il utilisa immédiatement son épée et trancha facilement les jambes de son adversaire. De ce fait, seule une énorme quantité de sang gicla de tous les côtés. Immédiatement après, il a couru vers le corps de son adversaire et lui a donné un coup d'épée. Il a dit qu'il avait été un guerrier puissant, mais qu'il avait rencontré un adversaire qui n'était pas à la hauteur et qu'il avait perdu à cause de cela. Ensuite, il a tué son adversaire avec son épée. Il fut alors vaincu mais cria que c'était enfin fini. Il s'avère qu'après avoir vaincu leur dernier adversaire, il n'y a plus personne sur la base même où tout le monde s'est battu. La neige apprivoisait tout en continuant d'avancer progressivement et lentement, recouvrant le sol tout autour. Au même moment, le protagoniste ferma les yeux et resta planté là, sentant sa victoire. Après un combat aussi terrible, il pouvait enfin reposer en paix. Après cela, il a ouvert les yeux et s'est dit qu'il s'agissait probablement d'une victoire et qu'il pouvait dormir sur ses deux oreilles. Immédiatement après, il s'est effondré sur le sol pour se reposer et a regardé le ciel. Le personnage principal a levé les yeux et a remarqué qu'il y avait un beau spectacle là-haut. C'est pourquoi il dit « Quelle beauté dans le ciel !» Ce moment était en effet un beau ciel étoilé. Les étoiles étaient clairement visibles, et il semblait y avoir quelque chose comme une aurore boréale qui scintillait de couleurs. La neige n'a jamais cessé de tomber, et le protagoniste s'est allongé sur cette même montagne et a admiré la vue qui s'offrait à lui. Avant tous ces événements, le protagoniste était assis dans sa maison natale. La femme qu'il a rencontrée disait à Ulrich qu'il deviendrait un guerrier légendaire dans le futur. En réponse à cela, la grand-mère de l'homme lui dit d'arrêter de dire des bêtises.
parce que le gars ne croyait pas à toute cette magie et disait que ce n'était que des bêtises. Et surtout, toutes ces prédictions ne lui plaisaient pas vraiment. Il avait vu tous ces prophètes qui ne connaissaient rien à tant de bruit. En réponse à cela, Nana a dit que sa neige était un rêve, qu'il deviendrait un guerrier dans le futur. Après avoir entendu ces mots, l'homme lui a souri et lui a dit qu'il était peut-être temps d'arrêter cette histoire de voyance. La vieille femme était en colère à ces mots, et elle a immédiatement dit à l'homme de ne pas la poursuivre jusqu'au ciel, la traitant de cachotière impudente. Cependant, elle veut qu'il laisse la vieille femme vivre un peu dans le plaisir, de son plein gré. Le type a demandé à la grand-mère ce qu'elle faisait. Immédiatement après, il s'est retourné et a crié que c'était fini, et il s'est éloigné d'elle en la traitant de folle. La vieille femme lui demande s'il veut bien retourner chasser avec ses amis. Il s'avère que le fils du chef sera sûrement jaloux. Le garçon l'entendit et dit qu'il ne voulait pas prendre la place du futur chef, et qu'il ne comprenait pas pourquoi tout le monde l'embêtait. La femme a poursuivi en disant que, quoi qu'ils disent, les autres ne pouvaient pas être persuadés. C'est parce qu'ils continuent à l'appeler leur futur chef. Immédiatement après, le héros a déclaré qu'il ne deviendrait de toute façon pas chef. Après cela, il s'est retourné pour partir et a seulement dit au baba de ne pas mourir sans lui. En réponse à cela, la vieille femme s'est écriée que vous étiez en train de brasser de l'eau ici et l'a en même temps traité d'homme impudent. Immédiatement après, le jeune homme a poursuivi sa route vers l'endroit même où il voulait se rendre. La femme, elle, continuait à regarder le gars, le voyant s'éloigner avec son regard. Le protagoniste arrive alors à l'endroit même où il devait retrouver ses amis. Ceux-ci se tenaient déjà à l'autre bout de la route et lui faisaient signe. Quelque temps plus tard, ils se rencontrent. L'un des amis a demandé à Ulrich pourquoi il était en retard et s'ils étaient encore allés voir la même sorcière. Jouer, c'est ce qu'il a dit qu'il devait faire. Après tout, il ne se pardonnerait pas si cette vieille femme mourait seule. C'est comme ça, il faut jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir si elle est vivante. Un autre camarade se tourna vers le garçon, qui se tourna immédiatement vers lui. Il a demandé au jeu s'il allait vraiment escalader la montagne céleste. Il a poursuivi en disant que le gars doit savoir que derrière elle se trouve un monde d'âmes mortes et rien d'autre. Un autre a dit que c'était bien vrai que s'il allait trop loin, il n'en reviendrait jamais. Mais le protagoniste n'a pas été arrêté une seconde par les paroles de ses amis, et il a seulement pris une grande inspiration. Il leur raconta alors que le fils du chef avait récemment attrapé un loup aussi gros qu'une vache. Il s'avère que pour attraper un gibier encore plus gros, il faudra monter dans la montagne, car il ne lui cédera pas sur ce point. Un ami voulait souligner que le carillon céleste est dangereux. Mais le héros les interrompt et leur demande ce qu'ils veulent. Après tout, il s'avère que les adultes chassent aussi le long de la montagne, et ils n'iront pas loin et en même temps scalper sans s'inquiéter. L'adulte sourit ensuite, et dit que s'il n'y avait pas que des lâches ici, il ferait aussi bien de ne pas y aller, et de rester là où ils étaient. À la suite des paroles qu'il a entendues, ses camarades se sont immédiatement lancés à l'attaque. Ils lui demandèrent pourquoi il les appelait, et lui dirent qu'ils étaient bien les seuls à pouvoir franchir toute la montagne, et qu'il était urgent de s'y rendre. Immédiatement après, ils se sont tous mis d'accord, et ont dit qu'ils iraient de l'avant. Ils ont ensuite décidé que celui qui arriverait en dernier porterait tout le butin qu'il recevrait. Le chemin vers la montagne n'était pas long, et ils marchèrent longtemps. À un moment donné, les personnages principaux se sont arrêtés et ont regardé le sommet de la montagne qu'ils étaient censés atteindre. En même temps, il a pensé qu'ils marchèrent depuis si longtemps qu'ils n'étaient même pas encore à mi-chemin. Puis il s'est levé et a contemplé le magnifique paysage qui se déroulait sous ses yeux. Il se demanda alors ce qui se cachait derrière cette montagne céleste dont tout le monde parlait. Il était toujours très curieux de savoir s'il n'existait pas un véritable monde d'âmes mortes, comme tous les gens, lui disait-on, qui l'entouraient. Pendant un certain temps, il continua à réfléchir à ce que les gens avaient dit. Il se demandait maintenant s'il était possible qu'après la mort, toutes les âmes s'envolent vers cette montagne. Alors qu'il était en train de réfléchir à tout cela, son camarade s'est soudain approché de lui. Le protagoniste s'est immédiatement retourné et a regardé qui s'adressait à lui. Il y remarqua son camarade nommé Vold. Celui-ci lui demanda s'il voulait vraiment être le prochain chef ou quoi. Les gars ont commencé à avancer vers le sommet, et le héros a répondu qu'il le faisait, parce qu'il ne se souciait pas de tout cela. Il se dit dégoûté par cette idée, car le fils fou du chef aurait un droit sur lui. Il s'ensuit donc qu'il devra s'occuper de lui. Planète dit que c'est pour cela qu'il a dit que c'était exactement ce dont il avait besoin. Et tout cela parce que ce n'est pas vrai que le type veut obéir à ce type quand ce même type devient le chef. Le héros a entendu, il a dit « Est-ce vraiment le cas parce qu'il s'avère que le gars a raison ?» Vold lui dit que s'il ne voulait obéir à personne, il devait devenir le plus important. Le garçon répondit qu'il avait finalement fermé la bouche et qu'il ne voulait pas y penser maintenant.
Le camarade ne s'est pas arrêté. Il l'a regardé et lui a dit que, si l'on y réfléchit bien, il ferait un bon dirigeant. Et tandis qu'ils discutèrent de tout cela, le protagoniste a senti une sorte de danger venir de tout près. Immédiatement après, il regarda les buissons qui se trouvaient près de ses compagnons et vit que quelque chose y étincelait. Il se rendit compte que tout cela était très mauvais et qu'il n'en sortirait rien de bon. Immédiatement après, il se tourna vers tous ses camarades et leur demanda de s'allonger. Mais à peine leur avait-il dit cela que plusieurs dizaines de flèches s'engouffrèrent en un instant dans le trou et se plantèrent immédiatement dans ses camarades. La plupart d'entre eux n'eurent même pas le temps de réagir à ce qui se passait. Au même moment, le personnage principal a crié que vous deviez tous sortir vos arcs, car ils étaient attaqués. Il regarda ensuite sur le côté, se demandant qui les avait attaqués après tout et qui avait pu faire tout cela. En regardant l'endroit même d'où toutes ces flèches ont jailli, le gars s'est demandé si tout cela n'était pas le fait d'une autre tribu. À ce moment précis, il tenait dans ses mains la flèche qu'il avait retirée de son ami. Il la regarda, et la pointe de la flèche lui parut tranchante et dure. Il l'a ensuite examinée et a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Immédiatement après, il s'est demandé si les nouveaux envahisseurs ne les avaient pas attaqués avec d'autres matériaux et d'autres personnes. Quelque temps plus tard, il a regardé sur le côté. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voyait pas ces gens, c'est parce qu'ils se trouvaient au loin. Tous ces assaillants s'avéraient être des chevaliers qui se battaient en armure et avec des arcs à longue portée. En même temps, le soir arrivait déjà et il était urgent pour les gars de se cacher. Les flèches remplissaient l'endroit même où se trouvaient tous les camarades du protagoniste et ne cessaient de se reconstituer. En voyant cela, le gars a réfléchi, il les a aussi attaqués et a pensé que les armes que nous tirons, ces gens, touchent plus loin que les leurs. De plus, le problème était qu'ils tiraient tous d'une position élevée. Il a regardé ses camarades blessés et s'est dit qu'il les avait tous amenés ici. Ainsi, il s'est avéré qu'il était responsable de ce qui s'était passé. Immédiatement après une brève délibération, le garçon se tourna vers son camarade Vold et lui dit d'emmener le blessé loin d'ici et qu'il les retiendrait tous. Mais ses camarades n'étaient pas satisfaits de ce résultat et il a déclaré qu'il ne partirait pas sans lui. Après tout, ils sont frères. Le héros s'est immédiatement approché du gars et l'a pris par le visage, lui disant qu'il serait plus facile pour lui de se battre si les us ne partaient pas tout en criant pour qu'il le fasse. Le type ne lui a rien dit, et il lui a dit de s'en aller. Le gars ne lui a rien répondu et il lui a dit de partir. Vold ne voulait pas faire cela et laisser son camarade sur le champ de bataille après tout, mais il voulait contredire le gars. Mais l'un d'eux a dit à son tour que la mort au combat était peut-être sacrée, mais que sauver un camarade était encore bien plus important que de se tourner vers son frère. Le bombardement de l'endroit même où se trouvaient tous ces gars continuait sans s'arrêter une seconde. De plus en plus de flèches arrivaient, et les gars devaient faire quelque chose de toute urgence. Le camarade du personnage principal lui a immédiatement obéi et a saisi son camarade blessé pour le porter. Mais à ce moment précis, avant de partir, il s'est tourné vers Ulrich et lui a dit de sortir d'ici vivant. En entendant cela, le garçon dit à Wold que la magicienne lui avait prédit qu'il aurait le destin d'un autre grand guerrier. Et avec un dernier sourire, il a encore dit qu'il ne mourrait certainement pas ici. Et tout cela parce qu'il est Ulrich, le guerrier de la tribu de la hache de pierre. Les flèches qui frappaient les chevaliers arrivaient toujours à cet endroit précis. Le héros essaya de se cacher d'eux pour être dans la zone hors d'atteinte. En même temps, il a considéré l'endroit d'où ils ne volaient pas et a dit qu'ils ne savaient pas encore où ils se trouvaient, tous. Ensuite, il s'assit pour réfléchir à un plan. Il pensa que s'il pouvait lancer sa lance pour révéler leur cachette, il devrait s'enfuir et attaquer. Immédiatement après, il tenta de mettre son plan à exécution. Il sauta de l'abri où il était assis depuis tout ce temps et esquiva les flèches qui arrivaient sur lui. Ayant fait ce même mouvement, il a immédiatement, vous avez ramassé une lance et tenté de la lancer en direction de ses assaillants. L'instant d'après, il s'exécuta et lança avec force la lance avec laquelle il voulait exposer ses assaillants. Lorsqu'il lança sa lance dans les buissons, un cri frénétique s'éleva des buissons. C'était parce que le garçon avait touché une de ses victimes. Grâce à cela, le héros vient de comprendre où se trouvent tous ces gens et où ils se cachent. Après avoir exposé le sien à leur détour, le jeune homme comprit immédiatement qu'il devait avancer. Il y avait une végétation très épaisse devant lui, et il utilisa donc son épée pour la couper et avancer. Lorsqu'il est sorti dans l'espace ouvert, il a vu des gens qu'il ne connaissait pas. Tous parlèrent dans une langue incompréhensible, examinant et discutant ce qu'ils voyaient devant lui. Le héros pensa qu'il s'agissait d'une langue qui lui était totalement inconnue. Il a également vu que ces personnes étaient complètement différentes de lui et de tous les autres, et qu'elles portèrent des vêtements qu'il n'avait jamais vus auparavant. À cause de tout cela, le protagoniste a pensé qu'il s'agissait des mêmes personnes que celles des montagnes célestes.
Au bout d'un moment, il a demandé qui étaient tous ces gens. Il ajouta qu'ils étaient descendus des montagnes célestes et qu'ils étaient venus à eux. En même temps, les chevaliers ne comprenaient pas le discours du type. L'un d'eux disait que puisqu'il avait pu arriver jusqu'ici, ce type n'était pas si facile et qu'il ne devait pas baisser sa garde. Son ami lui demanda si les autres s'étaient déjà enfuis. Le héros s'est rendu compte qu'il ne comprenait pas du tout le discours qu'il prononçait. Cela dit, il le leur dit et leur dit qu'il ne les comprenait pas, mais que ce n'était pas si grave que ça. Sur ce, il saisit sa hache dans ses mains à l'instant. Cela n'avait pas d'importance car ils avaient choisi leur propre destin. Ils avaient traîtreusement attaqué ses frères en bas. Un instant plus tard, quelqu'un se tourna vers les chevaliers et leur demanda de baisser leurs armes de toute urgence. Les subordonnés ont immédiatement demandé ce que Sir Fordgal attendait d'eux. C'est alors qu'il apparut dans son armure, devant les protagonistes. Au bout d'un moment, il dit qu'il était heureux d'avoir revêtu son armure au cas où, et qu'il pouvait maintenant se battre en paix. Soudain, un subordonné s'est approché de lui et lui a dit qu'il serait probablement préférable de l'abattre. Et c'est tout. Mais l'homme répondit que non, et qu'il ne fallait pas le faire. Après tout, ils ont besoin de ce barbare vivant. Et ils en ont besoin parce que ce sera leur preuve de la découverte de nouvelles terres, et ce sera un très beau cadeau pour l'empereur. Le protagoniste, en regardant son adversaire, a également été très surpris. Il a vu que son corps était entièrement recouvert de plaques brillantes, et il s'avère que ces gars-là ont beaucoup de fer. Soudain, le chevalier jeta son bouclier sans crier gare. Les subordonnés ont immédiatement demandé à Sir Fordgal pourquoi il avait jeté son bouclier. En entendant cette question, l'homme a répondu qu'il était impossible que les armes de pierre et son adversaire pénètrent de son armure de fer. Les héros, au même moment, agitaient leurs armes en souriant, tout en disant qu'il trouvait son adversaire sacrément confiant dans son armure. Et ce, parce qu'il avait jeté son bouclier juste devant lui. Au même moment, le chevalier intercepte sa balle et la saisit d'un coup d'épée de style impérial. En voyant cela, le héros fut un peu choqué et se demanda s'il se moquait de lui. Après tout, il était étrange qu'il ait pris la lame de l'épée et il s'avérait qu'il le sous-estimait. Immédiatement après son raisonnement, le garçon se retourna et regarda autour de lui, fixant ses adversaires. Il se demandait s'il voulait le capturer vivant. Pour cette raison, il a immédiatement souri et a dit que personne ne l'avait jamais insulté de la sorte auparavant. Immédiatement après ses pensées, il vit le même chevalier en armure l'attaquer. En voyant cela, l'homme a immédiatement lancé son attaque. Il contre-attaqua son adversaire en lui lançant les haches qu'il tenait dans ses mains depuis tout ce temps. Le chevalier, quant à lui, n'a pas eu le temps et n'a pas réussi à se défendre et immédiatement une des haches lui a volé droit dans la tête. Elle blessa l'homme, mais ne le tua pas, car un casque de fer se détacha. Il pensa que la lame de la hache avait traversé le trou du casque et qu'il avait eu de la chance. Puis il a regardé son casque et s'est demandé si le type l'avait fait exprès. Il s'est aussi demandé comment il avait pu mettre la hache à cet endroit. Le héros poursuivit à son tour son attaque furieuse, et l'homme se demanda comment le misérable barbare était capable de faire cela. La blessure commence à saigner très fort et l'homme s'y agrippe, tout en voyant son adversaire attaquer. Il saisit à nouveau son épée et s'écria que cet imbécile de barbare l'avait mis dans une grande colère. Immédiatement après, il lança la balle sur son adversaire, mais celui-ci parvint facilement à l'esquiver. Il continua à le faire avec le bord émoussé de la balle, en s'accrochant à son extrémité. Voyant que son adversaire avait esquivé, l'homme n'en a pas cru ses yeux et a dit « L'homme a-t-il vraiment esquivé ?» Mais dans le même temps, le protagoniste ne s'arrête pas dans ses attaques et prépare déjà sa prochaine attaque en se retournant devant l'ennemi. Immédiatement après, il s'est retourné et a frappé l'homme avec son pied. Thoth, quant à lui, n'eut pas le temps de réfléchir à ce coup et le manqua avec aisance, tout en restant en vol. Tous les subordonnés commencèrent immédiatement à s'inquiéter pour leur mentor. Après tout, l'homme était tombé au sol, tandis que son adversaire continuait son attaque. Voyant que son adversaire était déjà au sol, le protagoniste a immédiatement souri. Il s'est alors jeté sur son adversaire, l'a frappé de sa hache et lui a crié qu'il se reverrait au paradis. Voyant cela, les subordonnés ont crié pour protéger Sir Fordgal. Ils sortirent alors leurs armes et dirent qu'il fallait tirer. Immédiatement après, des flèches ont commencé à jaillir d'arbalètes en direction du personnage principal et plusieurs d'entre elles l'ont blessé. De plus, tous les hommes criaient de lancer des cordes dans sa direction. Ils ont réussi à passer les cordes autour du cou de l'homme. L'un des hommes disait à tout le monde d'attraper leurs bras et leurs jambes pour tirer le gars vers le bas et l'empêcher de bouger. Le héros criait que tous ces gens étaient des salauds. Le chevalier en chef se tenait debout et regardait le gars en pensant qu'avec un coup de hache, il avait pu faire tomber son casque et l'avait presque tué. Il se trouve que même si c'est un barbare, ses compétences sont impressionnantes. En même temps, Heroes s'est allongé sur le sol et a dit dans sa propre langue que l'homme était très chanceux.
l'appelant l'homme aux plaques de fer. L'homme le regarde en même temps, mais ne comprend pas ce qu'il dit. Immédiatement après, il lui a crié de se taire et l'a frappé. Après cela, le protagoniste a perdu connaissance. Et l'endroit où il se retrouva ensuite fut le camp de ces mêmes chevaliers. Un homme s'est approché de lui et a crié à ce fichu barbare de se lever. À ce moment-là, l'homme s'est levé et il avait très mal à la tête. Il a dit à quel point il se sentait mal. Les chevaliers commencèrent alors à discuter du fait que ce barbare semblait avoir contracté le mal des montagnes. Un autre homme a dit que s'il mourait avant de rencontrer l'empereur, il ne pourrait peut-être même pas le ramener vivant. En les regardant, le garçon se dit qu'ils vivent vraiment au-delà des montagnes célestes. Ensuite, les hommes commencèrent à parler du fait que Sir Fordgal devait être parti chercher du bois. Il fallait donc installer le camp avant qu'il ne revienne. Au même moment, le héros est allongé sur le sol et élabore son prochain plan d'action. Il pensait que cela signifiait qu'il y avait des gens d'un monde complètement différent à l'extérieur des montagnes du ciel. Et pourtant, il s'avère que ce n'est pas du tout un monde d'âmes mortes. Immédiatement après, le héros s'est levé. Immédiatement après, il a ressenti un froid infernal et a déclaré qu'il faisait très froid en ce moment dans leur atmosphère. Il s'assit ensuite à cause du froid. Il pensa que le froid était probablement la raison pour laquelle leur guerre n'avait pas pu franchir tout le sommet de la montagne. Les chevaliers étaient assis près du feu, et le protagoniste à quelques dizaines de mètres d'eux. Ils parlaient entre eux et souriaient. Soudain, ils entendirent que le Varus qu'ils venaient de capturer se mettait à rire frénétiquement. Immédiatement après, tous tournèrent à la tête et le regardèrent. L'un des hommes, entendant cela, demanda pourquoi il rugissait. Puis il se tourna vers le Var et demanda à l'éperon barbare ce qu'il y avait de si drôle. Mais au même moment, le protagoniste s'est déjà libéré des cordes et est prêt à attaquer. Il se leva immédiatement et commença à marcher tranquillement vers ses adversaires. Ceux-ci, voyant Varvar, se mettent immédiatement debout. Immédiatement après, l'un des garçons a dit qu'il fallait courir pour trouver des armes, car le barbare avait été libéré. Tout le monde lui a obéi et s'est immédiatement mis à courir. Le type marchait tranquillement à ce moment-là, et leur disait à tous de se réjouir. Bientôt, leurs âmes s'envoleront en paix. Ainsi, tout le monde saura qu'Ulrich, de la tribu de la hache de pierre, les a tués. Il s'avère que les chevaliers d'armes n'ont jamais eu beaucoup de temps pour fuir. Après tout, le protagoniste les a immédiatement attaqués et a immédiatement tué la plupart des hommes. Immédiatement après la bataille qui s'est déroulée sur la montagne, il est allé regarder le ciel étoilé. Le garçon resta debout et regarda longuement le ciel et les étoiles très lointaines qui éclairèrent la voie céleste. Ensuite, il a immédiatement commencé à s'enfoncer dans les montagnes et a déclaré que les montagnes célestes étaient sa patrie. Il marchait sur cette même route et, en prenant ses cheveux, il s'est rendu compte qu'il le gênait. Il a ensuite coupé la touffe de cheveux qui le gênait depuis tout ce temps. Ensuite, ses cheveux sont devenus plus courts et il s'est mis à sourire en parlant du monde inconnu qui l'attendait. En même temps, la neige continuait à tomber sur la montagne même où le protagoniste voyageait à la recherche de nouvelles aventures. Il emporte sa cape pour s'abriter du vent, puis poursuit sa route à la recherche de nouveaux territoires. Peu de temps après, un enfant fuyait ses poursuivants à travers les bois. Ceux-ci lui criaient qu'il était un sacré voleur et qu'il devait s'arrêter tout de suite. Mais le garçon ne voulait pas s'arrêter et ne les écoutait pas. Mais soudain, il eut un malheur et se prit accidentellement le pied dans une pierre. En conséquence, il est immédiatement tombé et ses poursuivants l'ont immédiatement rattrapé. À cause de ce qui lui est arrivé, les garçons ont immédiatement ri et dit qu'il était un monstre. L'un d'eux a alors dit aux autres de lui donner un couteau et de couper 2 doigts à ce vaurien. Le garçon, à son tour, s'est mis à genoux et a supplié les gars de lui pardonner, parce qu'il ferait amende honorable. Soudain, alors que tout cela se passe, les gars entendent un bruissement dans les buissons. L'enfant, quant à lui, continue de supplier ses poursuivants qui, à leur tour, tournent la tête en direction du bruit. C'est alors qu'un homme est sorti des buissons. Le voleur qui s'était enfui pendant tout ce temps l'a remarqué et lui a crié de l'aider, car il le paierait même pour cela. L'homme qui est sorti des buissons se trouve être le protagoniste. Après être sorti des buissons, il s'est immédiatement approché de cette foule de types. Le chef des poursuivants s'est tourné vers lui et lui a demandé ce qu'il regardait et s'il était perdu. Entendant qu'on s'adressait à lui, le protagoniste a dit qu'il ne se comprendrait probablement pas. Sur cette base, il s'avère qu'il vaut mieux continuer, même s'il n'est pas là. Après tout, il est toujours curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Au même moment, les 2 hommes se sont demandé quel était ce langage étrange, et s'il s'agissait vraiment d'un étranger. L'un d'eux a dit que ce type était probablement un sudiste. Il s'est ensuite approché de l'homme et lui a dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait ici et lui a crié de dégager. Du moment qu'il avait une arme et qu'il criait « Est-ce qu'il veut mourir ou quoi ?» Le héros ne lui répondit rien et se contenta de pousser un profond soupir.
Ensuite, il a attrapé le jeune qui se tenait devant lui et lui a brisé le cou avec facilité. Après cette action, le gars est immédiatement tombé par terre. Ses camarades criaient son nom à ce moment-là. En voyant ce qui s'est passé, je n'ai pas immédiatement crié que j'étais le salaud qui lui avait brisé le cou. Le héros les a entendus dire quelque chose. Il a dit qu'ils étaient les premiers à partir. Alors pourquoi crier comme ça? Mais les camarades de ce même gamin ne l'ont toujours pas compris et se sont immédiatement précipités à l'attaque en criant qu'il devait mourir, le traitant de monstre de foire. Le héros a vu cela et a immédiatement compris qu'il n'y aurait pas de bon dialogue. Il se précipita immédiatement sur eux pour riposter, ce qui eut pour effet de briser le cou de ces deux hommes. Le même voleur, au même moment, était assis en train de regarder l'horrible image qui s'offrait à lui. Ce qu'il a vu sous ses yeux l'a absolument choqué et, dans sa tête, il s'est demandé ce que c'était. Le protagoniste s'est alors retourné et s'est approché de lui, s'asseyant près de lui. L'homme, à son tour, a eu très peur et s'est immédiatement mis à le supplier de lui faire grâce. Mais le héros n'a pas voulu lui faire de mal à ce moment-là et s'est contenté de dessiner les maisons sur le sol et les gens près de lui. Immédiatement après, dans sa propre langue, il dit au jeune homme de l'amener dans sa tribu. Par miracle, le garçon comprit ce que ce barbare voulait de lui et le conduisit dans les montagnes. Quelque temps après un court voyage, le protagoniste a tout vu de ses propres yeux. En regardant le tableau qui s'étendait devant lui, il s'est demandé s'il s'agissait bien de l'endroit d'où il venait. Le gars lui dit en même temps que la porte qu'il voit s'appelle Ankara. C'était déjà le soir et la ville commençait à se couvrir d'un soleil chaud qui brillait très fort. Le gamin a commencé à parler de sa ville, disant que c'est là que les mines de cuivre ont été découvertes, ce qui explique pourquoi tout semble si riche ici. Le personnage principal vidéo cette image et le nombre de personnes énormes dans les rues dit que cette tribu est tout simplement énorme et que c'est tout simplement incroyable. En regardant tout le mobilier qui l'entoure, l'homme n'en croyait pas ses yeux et a dit à quel point les gens avaient de la vie ici. Il était très curieux de tout ce qu'il venait de voir, et il regardait dans tous les coins de cette ville et dans tous les comptoirs pour voir ce qu'on y vendait et ce qu'il y avait et ce qu'il y a dans cette ville. L'homme qui l'a amené dans cette ville pensait qu'il parcourait le monde, mais jusqu'à présent, on ne sait pas grand-chose. Peu de temps après, la nuit est tombée sur la ville et la vie nocturne a brillé. Le protagoniste, accompagné de son nouveau compagnon, entre dans l'un des établissements où ils sont censés manger ou boire quelque chose. Debout sur le bar, le gars s'est tourné vers sa nouvelle connaissance et lui a demandé de dire d'où il venait. À ce moment-là, de nombreux héros ne l'ont pas compris et ont dit ce qu'il disait parce qu'ils ne comprenaient pas. Soudain, le type qui l'accompagnait a commencé à demander aux autres si quelqu'un connaissait la langue de ce type ou quoi que ce soit d'autre. Au même moment, le héros s'est assis et a dit qu'il ne comprenait pas un seul mot de ce que tous ces gens disaient. Soudain, un homme a dit que, bien sûr, il ne connaissait pas la langue, mais que cet homme avait l'air d'un sudiste tant il était énorme. Un autre homme assis à la table a dit que puisqu'il ne connaissait pas notre langue, il devait être originaire d'un trou du cul. Un autre cria qu'il avait raison, qu'il avait déjà vu les gens du Sud et qu'ils étaient vraiment énormes. Mais les habitants du Nord, au contraire, sont minces et courent sur pattes comme des nains. La personne qui l'avait amené se souvenait encore de l'homme, de son origine après tout. Venait-il vraiment de l'autre côté des montagnes célestes? À ce moment-là, le protagoniste était assis et pensait qu'il devait être plus prudent, car l'attitude des gens à son égard pourrait empirer s'il savait d'où il venait. Le bandit se tourna à nouveau vers lui et lui dit que tout cela n'avait plus d'importance et qu'il retrouverait son interprète plus tard. Pour l'instant, il pouvait le boire à ses dépens. Il montra ensuite son argent et le héros le regarda et demanda ce que c'était. Il pensa qu'une si petite chose ne pouvait être faite que par un véritable artisan. Ensuite, j'ai regardé ce que faisait le même enfant et je n'en ai pas cru mes yeux. Il échangeait cette monnaie contre de l'alcool. Le regard choqué, il se dit que dans les tribus, elle avait de la peau ou de la viande fraîche à échanger. Mais ici c'était différent, et littéralement différent. Il s'avère que dans ce monde inexploré, les gens échangent les choses dont ils ont besoin contre ces valeurs. Immédiatement après, il s'est assis et a réfléchi à tout cela, et à l'intérêt que ce nouveau monde représentait pour lui. Ensuite, les gars étaient assis dans ce même établissement, et la soirée continuait à être bonne. Cet établissement était constamment envahi par de nouveaux clients, qui prenaient des boissons et se détendaient par cette belle soirée. Peu de temps après, deux hommes sont entrés dans la même publication. En même temps, ils se sont approchés du bar, et l'un d'eux a dit que c'était vraiment bien de se détendre ici. L'autre, à son tour, commanda au barman 2 bières pour eux. Le héros, au même moment, regardait ces mêmes types et leurs armes. En regardant la hache de l'homme assis devant lui, il la compara à la sienne. Il pensait que les armes ici étaient bien meilleures que celles de sa tribu. Et il s'avère que si c'est le cas, cela signifie qu'ils savent travailler non seulement la pierre,
mais aussi d'autres matériaux, et c'était très intéressant pour le gars. Alors qu'il était assis en train de regarder l'arme, il a prononcé avec désinvolture le mot « hache ». L'homme avec lequel il est entré en même temps que lui a demandé comment il avait pu se trouver là. L'homme, quant à lui, était complètement absorbé par cette arme. Il se disait que cette hache était tout simplement plus belle que n'importe laquelle de leurs femmes. Soudain, le héros se tourna vers son interlocuteur et lui dit ce dont il avait besoin pour mettre la main sur une telle hache. Ce faisant, il désigna l'homme qui se trouvait devant lui. Le gamin lui demanda ce qu'il voulait faire ici en premier lieu. Le héros s'exprime à son tour dans sa propre langue et s'en prend un peu à leur hache de mots. Le garçon s'est rendu compte de ce qu'il voulait et a demandé s'il parlait d'une hache. Le garçon s'est rendu compte à ce moment-là qu'il voulait quelque chose et lui a demandé s'il parlait d'une hache. Mais il pensait dans sa tête qu'il était un hors-la-loi qui s'était enfui de sa tribu et qui n'avait pas d'argent. Puis l'homme montra les pièces et demanda au garçon s'il pouvait les voir. Il pensa dans sa tête qu'il avait assez de force, qu'il pouvait se battre et que s'il jouait bien, il lui serait utile. Puis il a commencé à dire au héros que, s'il voulait faire du portage, il aurait besoin de beaucoup de ces pièces. Et il s'avère que ces pièces sont appelées cils. Le héros, à son tour, l'a compris d'une manière ou d'une autre, et a pensé qu'il s'agissait d'un résultat, de sorte que vous avez besoin d'un grand nombre de ces valeurs rondes. Ensuite, l'homme à qui il parlait depuis tout ce temps se tourne vers Ulrich. Il a presque demandé au jeune s'il voulait gagner beaucoup d'argent à ce stade. Immédiatement après, les deux garçons se sont rendus dans un endroit légèrement différent. Ce lieu s'est avéré être l'arène de pugilat de la ville d'Ankara. Eros avait déjà commencé à s'échauffer et a déclaré qu'il devait se battre. L'homme avec lequel il marchait depuis tout ce temps lui a montré qu'il ne fallait tuer personne et lui a demandé si c'était clair pour lui. Le garçon n'a rien répondu et l'homme s'est immédiatement précipité sur lui. Il lui a demandé s'il avait compris qu'il ne pouvait tuer personne sous peine d'être expulsé. Et tandis que ce même bandit s'adressait à lui, le héros s'adressa également à lui. Il lui demanda ce qui se passerait s'il tuait son adversaire d'un seul coup. Et puis il a dit d'accord, c'est toujours bon, c'est lui qui ne le comprendrait pas de toute façon. Mais à l'époque, le même homme lui montrait des dessins, lui parlait de ne pas tuer, et le ménageait un peu. Les héros sont déjà allés dans l'arène pour se battre, et on dit qu'ils étaient venus ici pour cet argent appelé cils. Il s'avère que le monde des brutes célestes est si inhabituel et étrange. Il entra ensuite dans l'arène et vit son nouvel adversaire. Nirbai pensait que tous les hommes de ces terres locales étaient bien plus faibles que lui. Soudain, au bout d'un moment, l'homme qui dirigeait ces mêmes combats a dit que le combat commençait et a montré les gars du doigt. L'adversaire du héros commença l'attaque en premier et tenta immédiatement de le frapper, mais il esquiva. En même temps, le garçon pensa que, comparé aux militaires de sa tribu, ses combattants étaient très lents. Ensuite, il saisit facilement le bras de son adversaire tout en le maintenant au sol. Puis, continuant à s'accrocher, il frappa l'homme du genou dans l'estomac avec aisance. Grâce à cette action, il mit facilement son adversaire KO d'un seul coup. Dans sa tête, il pensait que les gens ne se battaient pas au bord de la vie ou de la mort dans cet endroit, et qu'il n'y avait pas de vrais guerriers ici. Toutes les personnes présentes dans le public ont été immédiatement horrifiées par ce qu'elles ont vu et ont été choquées. L'un d'eux disait qu'il avait mis le champion KO d'un seul coup de poing et que c'était horrible. Et le gars avec qui il est entré, souriant, a dit qu'il le savait. Pendant ce temps, les héros continuaient à réfléchir à tout. Il se dit qu'il a encore du temps devant lui pour combattre Fortgal, un guerrier prêt à donner sa vie au combat. De plus, il se mit à sourire et se dit que, puisque c'était le cas, cela signifiait qu'un jour les choses pourraient se passer en sa faveur. Et il se trouve qu'un jour, il pourra rencontrer le vrai guerrier avec lequel il rivalisera de force. Au même moment, l'homme qui dirigeait les combats a crié qu'Ulrich était le vainqueur. Immédiatement après, ils sont allés passer la nuit dans un établissement. Le lendemain matin, le même bandit est entré et a dit au gars de se réveiller et de chanter, l'appelant son champion. À ce moment-là, le héros était encore couché dans son lit, et il y avait une énorme pile de bouteilles de vin autour de lui. Le type est entré dans la chambre et lui a dit de se préparer, car il était temps de gagner de l'argent. Après cela, le gars a dit qu'il obtenait un score complet depuis des mois maintenant. Puis il a dit que vous aviez oublié la hache, parce qu'il n'en aurait pas besoin dans les combats d'arène. Le héros a alors repris ses esprits et a demandé s'il était déjà midi. Le type s'est levé, et le bandit l'a supplié de dégriser rapidement, parce que tout le monde l'attendait. Mais lui, à son tour, lui a dit de se taire, parce que de toute façon il ne le comprenait pas, et que sa tête était déjà en train de craquer. Dès que le héros commence à quitter la pièce, il aperçoit une étrange boule. Il a commencé à le regarder, mais il était déjà pressé par le même type, et a dit à Ulrich d'aller plus vite, parce qu'ils allaient être en retard.
Ensuite, le héros a pris une grande respiration et a continué à avancer après tout. Il se rendit dans l'arène où il avait toujours combattu. La foule crie son nom, car il est le nouveau champion. Le gaz était assis au milieu de la salle. Tout le monde criait son nom, parce qu'il était invaincu. Quelqu'un a dit qu'il avait misé beaucoup d'argent sur lui, qu'il devait gagner à coup sûr. Soudain, à ce moment précis, les combattants ont été invités dans l'arène pour un combat. Un bandit, très excité, déclara que cet homme était tout simplement la source de son génie et qu'il était tout simplement invincible. Immédiatement, le gaz est sorti et en face de lui, il y avait un nouvel adversaire. Il s'est donc dit que si c'était encore le Slovaque aujourd'hui, nous pourrions le salir et nous séparer. Il se lance immédiatement dans le combat et soudain, son adversaire lui assène une attaque. Et, curieusement, il a facilement touché le protagoniste, l'atteignant à l'estomac. Ce dernier, à son tour, ne pouvait croire à une telle issue des événements. Cette fois-ci, il a été très surpris et s'est dit qu'il était sûr de pouvoir l'esquiver. Soudain, l'adversaire se met à frapper de plus en plus fort et le héros n'a plus qu'à se défendre. Il se demande ce qui s'est passé et si c'est parce qu'il était ivre. Ensuite, les attaques ont marqué une pause et les adversaires se sont séparés dans les coins. À cause de tout cela, le protagoniste s'est mis en colère et a crié à son adversaire qu'il était un putain de salaud. Celui-ci, à son tour, a vu le visage de l'homme qu'il combattait et a eu très peur. Même après cela, le héros, d'un mouvement vif, s'est approché de son adversaire et l'a tué d'un seul coup. Le corps de l'homme s'est immédiatement effondré sur le sol, et tout le monde a réalisé ce qui venait littéralement de se passer. Toute la foule s'est mise à crier que ce type était mort, et tout le monde s'est mis à hurler furieusement. Le bandit qui utilisait le protagoniste au même moment s'est rendu compte que les choses allaient très mal. Il a immédiatement couru vers Ulrich pour résoudre le problème. Lorsqu'il s'est approché de l'homme, il a déclaré qu'il lui avait dit de ne tuer personne, car cela serait contraire aux règles. L'organisateur de l'événement se mettait alors en colère et criait immédiatement aux gars de dégager. Il a ajouté qu'ils étaient disqualifiés et qu'ils n'étaient plus autorisés à participer au combat. Immédiatement après, les jeunes gens se sont rendus à l'endroit même où ils vivaient depuis le début. Le bandit s'est tourné vers le protagoniste et lui a dit que tout cela n'était rien et qu'il les trouverait bientôt ailleurs, et qu'il devait donc se reposer. L'homme s'est mis à esquiver sur ce coup-là, et cet homme s'est demandé pourquoi il avait décidé de tuer quelqu'un aujourd'hui. Elle s'est ensuite dit que, puisqu'elle ne pouvait plus obtenir de combat à Ankara, il était temps de se débarrasser de ce type. Le héros était assis dans sa chambre et se faisait des reproches pour ce qui s'était passé. Il resta assis à réfléchir sur le fait qu'il n'avait pas réussi à se contrôler et à maîtriser sa force lors d'une frappe aussi simple. Immédiatement après, il se demanda si c'était pour cette raison qu'il était venu ici directement depuis les montagnes célestes. Il ne voulait certainement pas s'enivrer dans cet endroit. Dans un accès d'agressivité, il a immédiatement frappé de la main et a brisé une table qui se trouvait à proximité. Next tourna la tête le long de la pièce et vit l'épée qu'il avait regardée ce matin. En le voyant, il pensa immédiatement à l'homme nommé Fortgal qu'il avait récemment combattu. Immédiatement après, il s'est dirigé vers cette même balle et l'a ramassée. Il se souvint de ce qui s'était passé dans le blizzard au sommet des montagnes célestes. C'était lui et Fortgal qui s'étaient battus jusqu'à la mort. En se souvenant de ce combat passionnant, il s'est dit qu'à l'époque, il n'y avait pas d'indulgence ni de règles, et il s'est avéré que celui qui a survécu était le bon dans cette situation. Après cela, il se sentit triste et pensa au fait qu'il avait quitté sa terre natale dans un seul but. Le but le plus cher de ce garçon, à ce moment-là, était d'avoir fait des efforts pour voir un monde qui ne lui était pas familier. Le gars jouait avec cette même épée dans ses mains et pratiquait des coups qu'il n'avait combattus que récemment et qu'il aimait combattre dans ses sièges. Immédiatement, il sourit et se dit que son séjour dans cette ville a été pour lui une expérience paradisiaque. Il regarda ensuite le miroir vers le nord et décida qu'un vrai guerrier ne pouvait éprouver du plaisir qu'après la mort, mais en aucun cas dans la vie. Immédiatement après, l'homme s'est reposé et le lendemain, il est sorti. Il se promenait dans la rue avec le type même qu'il avait utilisé pendant tout ce temps pour se faire de l'argent sur son dos. Il est descendu dans la rue et a dit au type de faire attention cette fois-ci parce qu'il s'agissait d'une affaire importante. Il l'a ensuite poussé dans ses retranchements de manière amicale et lui a dit qu'il pouvait lui faire confiance. Le héros n'a pas dit que, grâce à lui, il était habitué à la vie dans ce monde. Immédiatement après, il ne s'est pas rendu à l'endroit même où la transaction devait avoir lieu. Le héros de la vidéo, le même bâtiment, a réalisé qu'il s'agissait de la même arène. C'est pourquoi il a dit au type qu'il pensait que personne ne les laisserait entrer ici après cet incident. Mais le gars a répondu en disant que maintenant, ils allaient juste parler un peu et c'est tout. Le type lui a alors fait remarquer qu'il n'y avait pratiquement personne ici, ce qui m'a rendu très méfiant. Immédiatement après, il a ressenti une sorte de danger et a regardé le balcon. Il y avait là un homme qui le regardait depuis le début.
De ce fait, le protagoniste était un peu méfiant et a immédiatement saisi son épée comme pour avertir son adversaire. L'homme l'a vu à son tour et a dit que le type avait immédiatement saisi son arme. On pouvait voir qu'il s'agissait d'un guerrier expérimenté. Un autre homme se trouvait au même endroit et s'est dit que oui. Après tout, même lui peut voir d'ici qu'ils ont besoin de lui. Le bandit dit en même temps qu'il n'y a pas lieu de faire tant d'histoires, parce que ce type ne connaît pas la langue impériale de toute façon. L'homme, quant à lui, a dit que cela signifiait que le prix pour lui serait plus bas, puisqu'il ne connaissait pas la langue. Mais le même homme a dit que son guerrier n'avait pas besoin de connaître la langue. Et il s'avère que cela n'a pas d'importance qu'il sache parler ou non, mais qu'il vaut mieux vérifier comment il se bat. Même après cela, les gars sont sortis pour un duel sur des épées en bois. Le bandit disait à son soi-disant camarade de les montrer pour qu'aucun des deux ne paye plus. Alors qu'il entrait dans l'arène, son adversaire lui annonça qu'il sortait, qu'il serait le nouvel esclave de guerre. Il voulait le mettre à l'épreuve. À ce moment-là, les héros regardèrent l'arme et pensèrent qu'il s'agissait d'une épée en bois, ce qui signifiait qu'ils voulaient tous la tester. Le bandit attendait la bataille et lui dit de leur montrer la classe. Il en tirerait plus d'argent. L'adversaire du protagoniste s'est immédiatement précipité vers lui pour l'attaquer. Il a balancé cette boule de bois, mais le gars s'en est facilement remis. L'action a fait sourire le personnage principal. J'ai trouvé que le type qui l'attaquait était habile, mais qu'il était trop lent. Immédiatement après, son adversaire s'est renforcé et s'est appuyé sur lui pour l'attaquer furieusement, mais celui-ci a littéralement saisi son épée au dernier moment et la lui a arraché des mains. Le garçon se tenait là, ne comprenant pas ce qui s'était passé et comment il se faisait que son épée ait été volée. Le personnage principal se tenait à l'écart et riait de toute cette histoire. Il lui lance alors l'épée qu'il lui avait arrachée et lui dit de la retenir et de ne pas la perdre. Après cette action, il prit l'épée qu'il tenait dans son autre main et la jeta de côté. Alors qu'il se tenait debout à main nue, il montrait à son adversaire, qui avait la main sur le visage, qu'il devait l'attaquer. L'ennemi était encore plus en colère, et il a immédiatement pris une épée en bois et a attaqué le gars avec une grande fureur. Il a dit qu'il allait le tuer à cause de cela. Mais il semblerait que cette nouvelle attaque du garçon n'ait pas abouti. Le personnage principal a facilement saisi son arme, et le garçon s'est déconcentré et est tombé. Il était allongé sur le sol, et le héros a immédiatement jeté l'épée, en disant qu'il en avait assez de se battre avec ses jouets. Il dit que depuis l'âge de 5 ans, il n'a tenu que de vraies armes dans ses mains. Le même homme qui voulait acheter le même homme a dit que c'était assez de se battre. Après tout, il en avait vu assez, et il l'achetait définitivement maintenant. Immédiatement après, il s'est tourné vers le bandit et lui a dit qu'il en donnerait 5 millions. Mais le bandit s'est avéré avide et a déclaré que cela ne fonctionnerait pas, car il voulait au moins 15 millions pour un tel diamant. Alors que toutes ces crapules se tenaient debout et marchandaient, le protagoniste, en les regardant, s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il a ensuite commencé à tout examiner et à écouter ce que ces personnes disaient et ce sur quoi elles étaient d'accord. Ceux-ci, à leur tour, semblaient être parvenus à un accord, et l'homme remettait au bandit le produit de la vente. Au même moment, le protagoniste s'est rendu compte de tout et a réfléchi au fait qu'il y avait 2 guerriers armés. Au même moment, le bandit a déjà récupéré l'or avec un sourire fou, a montré l'argent à Ulrich et lui a dit qu'il était riche. Littéralement à ce moment précis, le protagoniste a arraché l'épée d'un enfant qui se tenait à proximité et s'est dirigé vers ces mêmes hommes. Soudain, l'argent que son soi-disant camarade avait reçu vola dans toutes les directions, et le sang coula à flots du gars. Tout ce que le héros a fait à ce moment précis, c'est couper la main de son soi-disant ami, qui pendant tout ce temps essayait de le vendre. Ce dernier, à son tour, a crié qu'il n'avait plus de main et qu'il souffrait énormément. Les personnes présentes dans la salle étaient tout simplement choquées par ce qui se passait. Le protagoniste tenait alors son camarade dans ses bras, et ce dernier criait. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait et ce qui lui arrivait. Le même sac d'argent que j'ai donné au gamin gisait sur le sol, et à ce moment précis, il y avait une trace de sang qui menait au bandit lui-même. Il y avait un homme allongé sur le sol, et le personnage principal était assis sur lui. Soudain, il s'est tourné vers ce même enfant, qui s'appelait Donoff. Le protagoniste a dit qu'il fallait ouvrir la bouche de ce garçon, sinon il lui couperait la langue. Le plus intéressant, c'est qu'il l'a dit dans la langue impériale. Son soi-disant camarade n'en croyait pas ses oreilles. Son soi-disant camarade n'en croyait pas ses oreilles. Puis il s'est immédiatement mis à genoux et a demandé à son ami Ulrich de lui pardonner. Après tout, il avait péché une fois et c'est ce qui arrive à tout le monde. Après tout, ils sont les meilleurs amis du monde. En même temps, Heroes, le sourire aux lèvres, lui a dit de parler moins fort et de parler lentement et clairement, sinon il ne l'écouterait pas. Et juste après, il a immédiatement achevé son ancien camarade. Au même moment,
Un grand cri retentit dans toute l'arène. L'homme qui voulait acheter ce gamin était choqué par ce qui se passait. Au même moment, le héros finissait de s'occuper de cette même ordure, et ses mains étaient complètement ensanglantées. Il s'est ensuite approché du garçon à qui il avait pris l'épée et lui a dit que son épée était très bonne et bien aiguisée. Il s'avère qu'il en prend bien soin et qu'elle lui a bien servi. L'homme qui était client à l'époque pensait que c'était un type très effrayant. Et il pense qu'il n'est pas réaliste d'apprivoiser une telle bête. Il s'est ensuite retourné pour partir et a dit qu'il semblait y avoir un malentendu entre eux et qu'il s'en allait. Mais soudain, le héros s'est assis sur une chaise et a dit « Pourquoi partent-ils ? Après tout, il est encore possible de continuer là où ils se sont arrêtés. » L'homme se retourne et demande, surpris, de quoi parle le gamin. Il sourit et lui demande s'il a besoin d'un gladiateur. L'homme en question se montre alors très intéressé et s'assoit en face du héros. Il poursuit en disant que le gladiateur sous contrat ne prend que la moitié des recettes de chaque combat. Il paie à tour de rôle pour sa nourriture, ses vêtements et son logement. En entendant cela, le héros a immédiatement demandé ce qu'il en était de la connaissance de la langue impériale qu'il devait apprendre. L'homme lui répondit que c'était les petits, et il dit alors que c'est pour cela qu'un guerrier doit connaître la langue s'il doit se battre. Après avoir prononcé ces mots, les deux hommes se sont immédiatement assis et ont commencé à rire furieusement des mots qu'ils avaient entendus. Puis ils se sont levés pour sceller enfin leur accord. L'homme s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Horus et qu'il était marchand d'esclaves. Il s'avère qu'il est le chef du bureau des gladiateurs et qu'il est un homme bon. Le héros se présente également et dit s'appeler Ulrich. Horus poursuit en disant, sourire aux lèvres, que les faveurs sont demandées pour rejoindre l'équipe de gladiateurs d'Horus. Quelques temps ont passé et le protagoniste faisait déjà partie des gladiateurs. Ils venaient d'établir leur campement quelque part dans la forêt. Et le gars était assis, seul sur le côté. Soudain, un gamin s'est approché de lui et lui a dit qu'il s'agissait d'Ulrich, leur nouveau venu. Il lui demande ensuite ce qu'il fait dans le camp d'esclaves, s'il est vraiment à la recherche de ses compatriotes sudistes. Le héros lui répond qu'il n'a rien à voir avec le Sud. Il ne connaît pas bien l'impérial du Togo, qui est une langue différente de celle de son pays d'origine, et il lui a donc demandé de s'éloigner. Le type a répondu en s'excusant et en disant que le contenu n'était généralement pas aussi important que lui. Le héros a ensuite demandé s'ils devaient tous être des esclaves. L'interlocuteur a répondu que, bien sûr, sa femme, parce qu'il pensait qu'ils étaient si nombreux en raison de la longue conquête du Sud. Après tout, il s'avère que l'Empire s'est battu dans le Sud pendant près de 10 ans, soit 10 fois plus pour la conquête du Nord. Le héros a écouté attentivement, puis a demandé au gars qui était ce grand gaillard aux cheveux longs et s'il était vraiment un sudiste. Le gars a rétorqué qu'il avait l'œil de Diamond. Après tout, il s'avère qu'il a trouvé le seul sudiste qui fait partie de leur équipe. Soudain, un homme s'est approché et a dit qu'il s'appelait Sven et qu'il était un esclave gladiateur qui était ici depuis un peu plus de 3 ans. Un gamin accompagné de quelques autres subordonnés s'est approché et a salué le nouvel arrivant. Le héros a immédiatement tourné la tête vers lui et lui a dit qu'il s'appelait Ulrich et qu'il n'était pas du tout nouveau. Le gamin a rétorqué qu'il s'appelait Donovan et qu'il était le chef des gladiateurs de tout le quartier. Le héros et lui-même ont écouté ce que le jeune a dit et ont ajouté qu'ils le félicitèrent pour son titre. Donovan a alors demandé si le gars était un barbare. Et il n'a demandé cela que parce qu'il pue le barbare. Le héros écouta et, souriant, demanda ce que cela signifiait de porter encore. Et maintenant, il était très curieux de savoir ce que c'était que cette odeur si étrange. L'interlocuteur a immédiatement réagi en disant qu'il sentait l'animal, pas du tout l'homme. Eh bien, il s'avère qu'il est comme un animal, qui essaye d'en avoir l'air. Suite à ce qu'il a entendu, le gars a immédiatement souri et a dit que c'était plutôt bon. Il lui a également dit de lui donner pour qu'il puisse lui aussi goûter à l'odeur de fil de pute de ce type. Donovan sourit et dit que lorsqu'il avait assisté à la conquête barbare, il avait vu des centaines de jeunes comme lui. Il s'avère que toutes les tribus de sauvages qui puent les animaux étaient là. Le protagoniste lui dit immédiatement « Est-ce vraiment le cas ?» En même temps, il ajouta que celui-ci devrait continuer ses histoires. Il n'avait pas encore fini. Puis il commença à parodier le type et lui dit de dire qu'il s'appelait Donovan, qu'il était soldat et qu'il avait tué des barbares. Et tous ces barbares sont considérés comme des ambassadeurs stupides. Il s'inclina ensuite et demanda si c'était vrai ou non. Si c'était le cas, il lui donnerait également la parole. Même après cela, il a dit que l'opinion de Barbara Ulrich était qu'il s'agissait de petits êtres uniquement bons à remuer la langue. Ensuite, le héros s'est approché et a dit qu'il se demandait depuis longtemps pourquoi ils étaient dits tous si bavards, quelle que soit la personne qu'ils regardaient. La solution devrait être très simple. Il ne s'agit pas seulement d'idiots non intimidés qui n'ont jamais été punis pour leur babillage inepte.
Puis le héros s'est approché très près du visage de l'homme. Et il a dit que même s'ils parlent beaucoup, personne ne leur tord le cou et personne ne leur coupe la langue. Et personne ne leur coupe les oreilles, c'est pourquoi ils sont si bavards. Les mêmes gars étaient sur le point de prendre les armes quand leur chef Horus est arrivé. Il leur a crié d'arrêter immédiatement et d'essayer de mourir ici. Ensuite, il s'est approché et leur a crié de ranger leurs épées immédiatement. Car s'ils continuaient, ils deviendraient tous deux ses esclaves, littéralement. Immédiatement après, Donovan se retire, et en partant, lui dit de se réjouir, car il a eu de la chance aujourd'hui. Et le protagoniste lui-même, en réponse à cela, a dit qu'il lui semblait qu'il était le seul à avoir de la chance ici. Ensuite, toute cette foule de gladiateurs se rendit dans une autre arène pour se battre. Le héros demanda au chef si son prix n'était que de 800 000 sils. Selon lui, c'était très bon marché, car il risquait sa vie tous les jours. En entendant cela, le meneur a immédiatement ri et a dit que si le risque de mort était payé cher, même les vaches seraient très riches. Soudain, quelqu'un s'est tourné vers lui a dit qu'il était un enfant et lui a conseillé de se procurer un bouclier et de se mettre un casque. Le type a vu qu'il s'agissait du même sudiste et a dit que c'était un vieil homme et qu'aujourd'hui, ils allaient être jumelés ou quoi. Il a ajouté qu'il n'avait pas besoin de tout cela, car ce n'était qu'un poids supplémentaire. L'homme s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Sven. Il a dit que le gars avait une très bonne lame. Il lui a demandé d'où provenait la boule d'acier impériale. Le héros le regarde avec surprise et lui demande ce qu'est l'acier impérial. Il m'a répondu qu'on pouvait considérer qu'il s'agissait d'acier fortifié. Il est beaucoup plus résistant que l'acier habituel et n'est mis en bouteille que pour les hauts gradés impériaux. Il est très difficile d'en trouver, car ils sont généralement offerts aux chevaliers impériaux. Le protagoniste a immédiatement pensé à son rival et s'est rendu compte que Fortgal était un chevalier impérial. Au même moment, Donovan s'est approché et a demandé quel genre de barbare portait une épée impériale en acier. Il se demanda qui il avait volé pour l'obtenir. Alors qu'ils discutèrent de tout cela, leurs patrons sont arrivés et tout le monde s'est tu. Il a déclaré à son tour qu'il y avait assez de bavardage et que l'heure des combats de gladiateurs avait sonné et que nous devions tous tenter de remporter la victoire. Il était temps pour le protagoniste de se lancer dans sa propre bataille. Il se tient avec Sven devant la sortie et lui demande d'où il vient. Il a vu dans ses yeux qu'il ne venait pas de l'Empire. Eros a souri en réponse et a dit que s'il le lui disait, l'homme serait très surpris. Quelques instants plus tard, le protagoniste et son partenaire sont déjà dans l'arène. Le partenaire disait alors que les impériaux ne connaissaient pas les vrais guerriers et que c'était pour cela qu'ils aimaient tant les bains de sang, et c'est ce qu'ils allaient en faire maintenant. Après cela, le protagoniste a regardé ses adversaires et a dit au vieil homme de prendre celui de droite. Mais ce dernier, à son tour, lui a demandé quel genre de vieillard il était, puisqu'il était encore assez jeune. C'est alors que le gars a dit que tu t'étais rasé la barbe. Je veux dire, est-ce qu'il veut vraiment que cette crinière rousse soit accrochée à sa tête coupée? Soudain, l'adversaire du protagoniste lui dit qu'il est un imbécile parce qu'il est allé au combat avec une seule épée. Mais au même moment, le gars s'est levé et a commencé son échauffement d'avant-combat. Il évaluait son adversaire et pensait qu'il était encore bien protégé. Immédiatement après, il s'est précipité sur son adversaire pour l'attaquer. Ce dernier, à son tour, n'a rien fait et s'attendait seulement à une attaque contre lui. Soudain, le héros, très accéléré, et juste avant que le gladiateur ne le frappe, se lève d'un bond. Son adversaire ne s'attendait pas à ce résultat et a immédiatement levé les yeux au ciel en se demandant comment cela pouvait bien se passer. Quelques instants plus tard, le protagoniste frappa son adversaire d'un seul coup, en enfonçant son épée directement dans son cou. Les tribunes remplies n'entendirent plus que le cri de son adversaire. Ensuite, le gars a sorti son épée et a secoué le sang qui s'y trouvait. Il m'a dit qu'il m'avait dit que le bling-bling n'était qu'une nuisance parce qu'il était si lent. Les personnes présentes dans les gradins ont commencé à demander si tout le monde avait vu ce qui s'était passé. Il venait littéralement de sauter par-dessus la taille d'un homme. Quelqu'un a demandé si ce gamin venait d'un cirque. Ensuite, le héros se tourne vers le vieil homme et lui demande s'il peut l'aider. En l'observant, le garçon se demandait ce que faisait Sven en commun. Après tout, il écarte les bras et ne se défend pas. Veut-il vraiment se faire poignarder? Après tout, même s'il porte 2 haches, elles frappent moins vite qu'une simple balle, et il serait probablement tué maintenant. En effet, l'adversaire de l'homme l'attaquait à ce moment-là. Mais soudain, au moment même où son adversaire tentait de tuer son camarade, l'attaque de ce dernier le frappa en premier à une vitesse fulgurante. Quelques instants plus tard, il jubilait de sa victoire. Sven se tourna alors vers le héros et lui dit qu'il lui montrerait qui d'autre aurait besoin d'aide. Le héros se dit alors que Sven et ses haches n'étaient pas aussi simples qu'il le pensait. Le héros s'est alors tourné vers l'homme et lui a demandé pourquoi il était un enfant, puisqu'il était déjà un adulte.
Mais l'homme, à son tour, lui a demandé en quoi il était adulte. Il a ensuite dit qu'il avait l'air d'avoir 17 ans ou non. Puis il a ajouté qu'en réalité, il avait probablement 17 ans tout au plus. Il a ensuite ajouté que si son fils était encore en vie, ils auraient le même âge. Il ajouta que puisqu'ils avaient survécu cette fois-ci, cela signifiait qu'ils se rendraient au pic des lames un peu plus tard. Le héros, après avoir entendu et vu ce que cet homme a fait et ce qu'il a dit, vous l'avez considéré comme un guerrier courageux et habile. Maintenant, il était très curieux de savoir pourquoi il était resté esclave jusqu'à présent. Au bout d'un moment, la foule de spectateurs a commencé à applaudir et à crier le nom d'Ulrich. Lors de ses combats, il était invincible et tuait tout le monde avec une grande facilité. Et juste comme ça, il a gagné un autre combat, et la foule a crié son nom à nouveau. Horus et Donovan se tenaient sur le balcon. Donovan souriait et disait que lorsque ce même gars s'était retrouvé à 1 contre 2, il avait cru qu'il voulait se tuer, mais qu'il avait gagné. Le patron a fait remarquer qu'à ce rythme, il allait devenir sacrément populaire. Ensuite, il a regardé sa nouvelle charge et a pensé qu'il s'agissait d'un diamant, le plus vrai des diamants. Au bout d'un certain temps, le protagoniste et un type qu'il connaît se sont retrouvés dans un bar pour boire un verre. Le protagoniste a redemandé à sucer et le gars a répondu qu'il était plutôt bizarre. Et il s'avère que s'il voulait être un localisateur sous contrat, Horus le libérerait immédiatement et facilement. Ils l'ont accueilli après que Sven ait été jeté sur leur terre lors d'un naufrage en mer. Étant par ailleurs un sudiste, il lui serait également redevable d'un tel sauvetage. Le héros demanda pourquoi, étant un sudiste en particulier. En réponse à cela, son interlocuteur lui a également demandé s'il avait déjà entendu parler du pic des lames. Et il lui a demandé où vont tous les habitants du Sud après leur mort. Tout porte à croire que le pic des lames est l'endroit même où chaque guerrier attend les ancêtres et les grands guerriers qui sont morts avant lui. C'est là qu'ils peuvent se vêtir, se battre, chanter et danser. On dit aussi que de nombreux habitants du Sud ont très peur de mourir d'une maladie ou d'un accident. En effet, il s'avère qu'ils croient tous que l'on ne peut atteindre le sommet des lames qu'après être mort au combat. Le protagoniste se dit qu'en fait, la connerie était très différente des Bayeks de son pays d'origine. Après tout, les anciens ne cessèrent de répéter qu'il existait un monde d'âmes mortes au-delà des montagnes. Mais sur la base de sa propre expérience, le héros s'est rendu compte qu'elles étaient erronées. Il s'avère que derrière l'essaim céleste se cachait tout simplement une autre civilisation. Puisque c'est ainsi que les choses se passent, le personnage principal se demandait vraiment où irait son âme après la mort. Cette question essentielle ne quittait pas l'esprit du garçon, et il n'y pensait pas de temps en temps. Il se demandait ce qui lui arriverait après la mort. En pensant à tout cela, le héros a immédiatement demandé à son interlocuteur où vont leurs âmes après la mort. Après tout, c'est un habitant de la région et il est normal qu'il le sache. L'homme l'a regardé avec surprise. De plus, il sort immédiatement son pendentif, sur lequel figure un soleil, et le montre au protagoniste. Le héros lui a répondu en lui demandant ce que signifiait le soleil. Mais le gars a répondu en disant que son âme retournerait au centre du soleil. C'est donc là que se trouve Dieu Lo, et peut-être que son âme renaîtra. Il poursuit en disant qu'il s'avère que c'est le soleil que la plupart des habitants de l'Empire vénèrent. Mais même si ce n'est pas seulement l'Empire, mais toutes les terres sous son contrôle. Et il a ajouté que les gars devraient aussi réfléchir à tout cela. La réponse du héros est de faire remarquer au type qu'il vénère le ciel. Il en découle que le soleil fait partie du ciel et que sa foi est donc plus froide. Le type rit et dit que s'il disait cela aux fanatiques religieux, il serait vraiment furieux. Il a ajouté qu'il s'en moquait et qu'il laissait l'homme croire uniquement ce qu'il voulait lui-même. Après un long moment de cette même conversation, le gars s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Bachman. Le lendemain, Bachman se rendit à nouveau chez le protagoniste pour lui rendre visite et frappa à la porte en disant qu'il entrait. Au même moment, dans l'entrebâillement de la porte, il a vu le protagoniste lancer une cible à la hache. Lorsqu'il entra dans la chambre, le garçon lui demanda s'il s'était acheté une nouvelle hache. Il s'est demandé où il dépensait tout son argent. Il a également dit qu'il avait effrayé le garçon avec son lancer. Hero a répondu qu'il s'agissait tout simplement du meilleur produit que l'on puisse acheter. Pendant ce temps, son ami se tenait debout, le sourire aux lèvres, une bouteille de vin à la main. Ils se sont ensuite assis dans la chambre du personnage principal et ont parlé de leurs propres affaires. Soudain, le camarade a demandé quelque chose à Ulrich. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Le gars a dit qu'il avait dû brasser avec eux pendant un certain temps. Il se demandait donc si leur groupe n'avait rien d'embarrassant. Le héros fut un peu choqué par cette question et regarda immédiatement son camarade d'un air interrogateur. Il lui demanda alors s'il faisait allusion à Donovan et à ses camarades, ainsi qu'au reste du petit peuple. L'homme rit et dit où il avait appris de tels mots.
Il ajouta qu'il en était ainsi, car sur 21 gladiateurs, 10 lui obéissaient. Il ajoute que Donovan a été soldat et que la rumeur veut qu'il ait combattu dans l'unité des lames cachées de Ferginus. Parmi tous les gladiateurs de Holmes, même s'il est difficile de le reconnaître, il est le plus célèbre. Il a donc facilement recruté ses subordonnés qui l'aident en tout. Le héros répondit « Et que faire de tout cela ?» Le gars a poursuivi en disant que le fait est que Donovan est impliqué dans l'élaboration de leur calendrier à l'avance. C'est-à-dire qu'il prend les matchs faciles et que tous les autres s'occupent des matchs difficiles. Le héros a dit qu'en dessous les gladiateurs sont sous contrat. Pourquoi ne pas renoncer aux combats difficiles alors? Bashman n'a pas dit qu'en refusant ainsi à chaque fois, on risquait de mourir de faim. Le personnage a ensuite demandé pourquoi il posait toutes ces questions et ce qu'il disait à tout le monde. Le gars a répondu en disant que s'il y avait un guerrier tout aussi brillant dans le groupe qui avait autant de pouvoir que lui, le gars ne pourrait plus agir aussi effrontément, ce qui lui enlèverait tout son pouvoir. Le héros lui répondit que s'il n'aimait pas cela, il n'avait qu'à devenir lui-même ce brillant guerrier. Mais le garçon répondit qu'il devait se rendre compte qu'il n'était pas assez fort pour cela. Il a ajouté par la suite qu'il aimerait qu'un héros reprenne ce rôle. Mais celui-là a montré qu'il n'aimait pas les gens qui font faire aux autres des choses qu'ils sont eux-mêmes incapables de faire. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus effrayant. Lorsque le renard essaie de se débarrasser du loup dans l'herbe, un lion lui tombe dessus. Il s'est levé, s'est présenté au gars et lui a dit qu'il pensait que le cycle de la nature fonctionnait ainsi. Immédiatement après avoir dit tout cela, il a saisi l'épaule de l'homme, et d'ajouter qu'il s'agit d'une caractéristique intéressante qui s'avère être à l'intérieur d'un homme. Par la suite, il a souri et a dit que le plus dans le monde civilisé, il était le premier à être vraiment gentil avec lui. Il a dit à tout le monde que si l'on est vraiment capable de traiter les gens avec gentillesse, ces derniers répondront avec gentillesse. L'homme s'est senti un peu gêné et a dit qu'il était toujours le bienvenu. Le héros a poursuivi en disant qu'il suivrait toujours le plan que son camarade lui avait indiqué tout à l'heure. Au même moment, Donovan et son patron discutent des prochains matchs. Le patron disait que Baracal et ses monstres étaient toujours aussi cupides. Elle va sûrement acheter les kamikazes à la Sterega et les laisser entrer dans l'arène. Le garçon lui répondit qu'il n'avait pas intérêt à envoyer Valin, Oswald et Catan sur eux. Après tout, il n'avait pas démérité ces derniers temps. Le chef a dit qu'il n'aurait aucun problème avec ses kamikazes. Plus loin, il demande si l'homme s'est rendu compte qu'il allait être battu d'un seul côté. Et le garçon qui va donner le dernier combat, ce sera tous les esclaves. Soudain, un héros est entré dans leur chambre et leur a dit qu'il ferait mieux de les lui donner. Et il s'est avéré qu'il les a éviscérés. Donovan se lève alors et regarde Ulrich, lui demandant ce qu'il fait ici. Ensuite, mais très près de lui. Le patron de l'époque a dit que s'ils voulaient se battre, ils devaient sortir par la porte et le faire sur place. S'il s'agit de la première fois, il déduira simplement le montant de la redevance. Hero a dit qu'il n'allait pas se battre, mais il n'a demandé qu'un seul match. Donovan a ensuite déclaré que le gladiateur inconnu voulait demander un match. Il lui a dit de déguerpir avant qu'il ne le tue. Le héros lui répond que tu te tais, après tout. Ce n'est pas à lui qu'il s'adresse, mais à Horus. Puis le lien sur son visage a indiqué qu'il voulait livrer une dernière bataille. Mais le type est allé directement voir le capitaine et lui a dit qu'il ne pouvait pas être envoyé là-bas. Le chef s'est immédiatement tourné vers Ulrich et lui a dit que le dernier combat était toujours très important. Le gars a répondu qu'il savait tout. En outre, l'homme a également demandé pourquoi il continue à demander à aller là-bas. Après cela, le type a souri et a dit qu'il avait besoin de 5 personnes. Il a dit à son supérieur qu'il avait tué 5 hommes, qu'il s'agisse de gladiateurs ou de prisonniers. Je pense que tout le monde voudrait voir un tel massacre. Mais Horus lui fit remarquer que s'il mourait là, ce serait une grande perte pour lui. L'homme a répondu en disant « Qui a dit qu'il pouvait mourir ?» et en même temps, il leur a dit de ne même pas espérer. Même après coup, il s'est assis sur sa chaise et a dit qu'il n'avait encore jamais perdu. Ce n'était pas contre 5 ou 10 adversaires. Le patron a répondu en disant que la femme du champ de bataille et le Colisée lui-même sont des situations complètement différentes. Je savais qu'il avait beaucoup de potentiel et qu'il ne valait pas la peine de se retrouver dans une situation aussi suicidaire. Soudain, Donovan a dit qu'il lui ferait une place. Il ajouta alors qu'il devait livrer son dernier combat et le laissa affronter 5 guerriers à la fois. Au même moment, leur chef s'est mis en colère et a crié le nom du type. En même temps, Heroes m'a dit que tout allait bien. Je ne savais pas que ce garçon était aussi généreux qu'il l'est aujourd'hui. Immédiatement après, le garçon s'est tourné vers le capitaine et lui a demandé si cela ne le dérangeait pas. Il a ajouté que vous n'aviez pas oublié de parler à tout le monde de son duel à 1 contre 5. L'homme soupirait lourdement à ce moment-là et pensait que tout cela n'était pas bon. Il s'est avéré qu'il avait été trop gentil avec lui et qu'il s'est assis sur son cou à cause de cela.
Puis il a dit que ce sera ce que le gamin dira. Et il s'avère qu'il en combattra 5. Le héros a répondu en remerciant son capitaine, en disant merci beaucoup. Immédiatement après, l'affaire est devenue virale et tout le monde a commencé à en discuter. Les hommes discutaient nuit pour savoir si quelqu'un avait vu le dernier gars. Il s'avère qu'il a gagné 2 fois d'affilée contre 2 personnes, ce qui signifie qu'il n'est pas facile à battre. Il s'avère qu'il y en a maintenant 5, et on espère qu'au moins ce ne sera pas ennuyeux. Le héros était assis avec ses partenaires et discutait de quelque chose. Les gars lui demandaient comment cela était possible. Après tout, il y avait une grande possibilité que le gars ait simplement pensé qu'il s'agissait d'une grande rivière. Après tout, elle est si grande qu'on ne peut pas en voir le bout. Le héros s'est mis en colère et a dit qu'il pensait qu'il avait menti comme ça. Tout cela parce qu'il n'avait jamais vu d'océan. Tous les gars qui étaient assis avec lui à ce moment-là se sont moqués de lui. Soudain, un homme s'est approché d'eux. Non, c'était Bachmann. L'un des gars a dit qu'il venait d'une ville portuaire de l'Est. Il parlait donc à Ulrich de l'océan. Mais le gars n'a pas écouté ses amis et s'est adressé directement au personnage principal. Il lui a demandé s'il était devenu complètement fou ou pourquoi il avait ouvert la porte. Il s'avère qu'il s'agit d'un suicide. L'homme lui a demandé d'annuler sa mère, parce qu'il ne veut pas se reprocher de l'avoir laissé à une mort certaine. Le héros a répondu que son ami ne le connaissait pas et qu'il ne savait pas d'où il venait. Mais le gars a dit qu'il était très heureux qu'il soit si sûr de lui. Mais toute confiance doit avoir au moins une certaine limite. Le protagoniste a répondu en disant ce que sont les gens civilisés. Je n'ai pas peur de quelque chose avant de l'avoir essayé. Le camarade a dit qu'il n'est pas nécessaire d'essayer si le résultat est connu. Vous pouvez constater que les sudistes se sont battus pendant 10 ans et qu'ils ont perdu contre nous. Mais les nordistes ont abandonné en 1 an, et il y a maintenant un État prospère, alors qu'ils n'avaient aucune chance au départ. Le héros demande si l'autre est si sûr de perdre et ajoute « Et si l'autre gagne, que se passera-t-il » Bachmann a répondu que s'il gagnait ici et revenait vivant, il lui obéirait désormais en tout. Le protagoniste continua à préparer ses potions et dit qu'il regretterait ses paroles. Il était difficile de s'entendre avec lui. Il dit à son compagnon de cesser de le distraire, mais il a besoin de silence. Donovan écoute et dit qu'il crie à tout le monde autour de lui qu'il est un barbare. C'est seulement parce que tous les barbares se préparent ainsi avant une bataille mortelle. Le héros rit en retour et dit qu'il a vu qu'il connaissait bien les coutumes des barbares. Immédiatement après, il a plongé ses mains dans la bouillie qu'il avait broyée pendant tout ce temps.